je l'ai dit avant l'émission, le plaisir que j'ai de passer 1 heure en compagnie de Jean-Pierre Garnier-Mallet, c'est un pur bonheur. Et partagé. Bonsoir. Bonsoir. Bon alors les abonnés de V vous connaissent évidemment presque sur le bout des doigts, mais on n'en sait jamais assez trop, on ne réfléchit jamais assez trop. Souvent d'ailleurs les auditeurs nous disent ça, on écoute et parfois on réécoute la même émission quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard pour retrouver des informations qu'on avait peut-être laissé passer, comme un livre qu'on relirait plusieurs fois. C'est un pur bonheur d'entendre des choses comme ça. Donc nous allons parler avec vous du temps, du dédoublement du temps, de cette notion qui finalement n'existe peut-être pas, qui n'est peut-être pour nous qu'un leurre, que la nature installe pour que tout ne se passe pas en même temps. Voilà, il y a plein de choses autour du temps. Alors Jean-Pierre Garnier-Mallet, je sais que vous voyagez beaucoup dans le monde pour justement essayer de transmettre un petit peu toute cette philosophie aussi, parce qu'il y a une recherche, mais il y a surtout une grande philosophie derrière tout ça, c'est-à-dire que on peut créer son futur, et encore une fois, on en discutait avant l'émission, on imagine des choses, elles se passent, elles se disent bonnes ou mauvaises d'ailleurs, se dit, et souvent mauvaises d'ailleurs malheureusement, parce que les bonnes, on a l'impression que c'est comme le jardin, c'est-à-dire le jardin, si on l'entretient pas, il y a que les mauvaises qui viennent, et pour qu'il y ait des bonnes choses, il faut y être tous les jours. C'est un peu ça, non? Parfois. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Alors, on va revenir déjà sur la base, le dédoublement du temps. Vous pouvez essayer de nous remettre un petit peu en lumière simplement ce que ça part d'un principe tout simple, c'est que pour vivre, il faut anticiper. Et il faut avoir des réactions immédiates à des circonstances inattendues. Des réactions immédiates oui, des circonstances inattendues, oui, tout à fait. Et pour cela, nous bénéficions de temps différents. C'est-à-dire, dans un autre temps, on peut explorer la conséquence de nos pensées immédiates et recevoir aussi instantanément les conclusions qui se sont effectuées dans un temps différent. Donc en fait, l'échange d'énergie qui existe entre ces réalités différentes, qui sont des perceptions du temps différentes, cet échange d'énergie, je dis bien c'est de l'énergie qui s'échange, c'est la pensée qui est créatrice, qui fabrique la conséquence dans un autre temps, et qui nous revient sous forme d'intuition, de prémonition, qui permet d'anticiper notre vie. Elle nous revient en fait. Elle nous revient instantanément. Ouais. C'est-à-dire que tout ça se passe dans ce que j'ai appelé des ouvertures temporelles. C'est-à-dire, dès que vous pensez, vous avez la conséquence de votre pensée qui vient à vous et qui vous fait agir. Or, comme la pensée que vous avez est du domaine presque inconscient, ce qui nous arrive nous ressemble à quelque chose d'inattendu. Or, maintenant que nous vivons la fin de ce cycle de dédoublement du temps, tout le monde a accès, tout le monde, sans exception, a accès à ce potentiel que créent nos pensées. Ce qui fait que dès que vous pensez quelque chose de dramatique, la conséquence est déjà faite, qui sème le vent récolte la tempête, et vous avez quelqu'un qui, vous avez pensé à tuer votre belle-mère, et il y a un djihadiste qui tue quelqu'un. Ouais. Et c'est vous le responsable, parce que vous avez créé le potentiel. Alors vous allez traiter le djihadiste de salaud, le salaud c'est vous. Et ça, personne ne comprend ce mécanisme-là. On lance comme ça une boule d'énergie négative, elle est prise par quelqu'un ? Voilà. D'accord. C'est instantané à l'heure actuelle. Alors on avait la protection du temps autrefois, parce que toutes ces ouvertures d'informations dépendent du mouvement planétaire, et depuis donc à peu près, ça fait 20 ans maintenant, 25 ans, 1989, cette explosion solaire d'envergure, qui faisait suite à 3 autres explosions solaires, qui ouvraient tout justement la période de tous les potentiels de l'humanité, qui ont été faits pendant 25 000 ans, les 25 000 ans, c'est le cycle de dédoublement du temps. 25 920 ans. 25 920 ans. Voilà. Donc, tout ce que les hommes ont pensé pendant ce temps-là est engrangé comme potentiel. Heureusement, nous n'avions pas accès à tous ces potentiels parce qu'il y en a des terriblement dangereux. Or, depuis 89, non seulement vous avez accès à ces potentiels, mais vous avez accès aussi au potentiel immédiat que vous créez vous-même. Alors, vous vous rendez compte un peu de ce qui peut se passer dans le monde et on le voit. La planète, en ce moment, n'a jamais subi autant de désordre ni de violence. Alors il y a une chose essentielle qu'il faut savoir, c'est au niveau énergie. Puisque la pensée, de ce fait, est énergie, par échange d'informations entre temps différents. Alors on n'a pas voulu y croire à ça pendant le siècle dernier. La pensée est énergie, mais si la pensée est énergie, c'est aussi une masse, E égale mc2. Oui. Alors si je pense, je perds de la masse.
D'accord. Alors manifestement, ça ne marche pas comme ça. Oui, c'est vrai que si on pensait beaucoup et qu'on maigrissait en même temps, ça arrangerait pas mal de femmes, ça. Hein. Voilà. Attends, chérie, je pense, j'ai 1 kilo à perdre. Voilà, donc on voit bien, on a refusé cette idée de penser énergie. Or, ce qui se passe, et ça rejoint un autre principe scientifique, et le principe d'Heisenberg, dans un temps imperceptible, je peux bénéficier d'une énergie. Or, si ma pensée est énergie, et qu'elle, dans un autre temps, elle fait des petits effets, ses conséquences, la conclusion de ces conséquences me revient sous forme d'une autre pensée qui élimine la première au niveau énergie. C'est-à-dire que je perds une énergie et instantanément, je reçois une intuition, une information qui compense l'énergie perdue. Donc pour moi, apparemment, ma pensée n'est pas énergie. Mais j'ai perdu et j'ai récupéré de l'énergie dans un temps imperceptible. Comme le font les particules, ça c'est démontré avec le principe d'Heisenberg, qui ont une énergie infinie dans un temps presque nul. D'accord. Donc on rejoint une physique parfaitement démontrée et la conséquence est, il faut maintenant comprendre la conséquence. C'est-à-dire que dès que je pense, ce qui me donne envie d'agir, c'est la pensée que j'ai eue dans un temps d'inconscience. Or, il y a d'autres scientifiques et un Français qui est précurseur en la matière, qui est mort il y a 2 ans, qui s'appelle Benjamin Libet, qui est mort au Texas, il s'était réfugié au Texas, ses idées étaient trop révolutionnaires en France. D'accord, ouais. Avait démontré que, en fait, quand vous pensiez, vous obéissiez à une information qui était parvenue à votre cerveau 0,5 secondes avant. Alors, ça expliquerait que dans certaines expériences, on peut avoir l'émotion avant que l'image n'arrive en face de vous. C'est exactement. Hein, c'est ça, il y a eu des expériences faites comme ça, où on mettait des électrodes sur une personne, on faisait défiler des images plus ou moins effrayantes ou amusantes. C'est Benjamin Libet qui en est lui. Ah, d'accord. C'est pas lui qui a fait l'expérience, mais c'est à cause de ce qu'il préconisait qu'on a fait cette expérience-là. D'accord. Et en effet, on voyait que les gens étaient angoissés par des images qu'ils découvraient sur un écran, mais ils étaient angoissés 0,5 secondes avant que l'image n'apparaisse sur l'écran. Ouais. C'est curieux. Mais ça, il l'a fait il y a 30 ans. Personne ne voulait admettre ça. On disait, oui, il y a artefact, il y a erreur d'expérimentation, tout ça. Maintenant, c'est prouvé par l'imagerie médicale, c'est entièrement prouvé. Nous obéissons à notre cerveau. Vous vous rendez compte ? Ouais, non, mais c'est passionnant et effrayant en même temps. C'est-à-dire que vos pensées dites inconscientes ne le sont pas. Elles sont à la limite de la conscience, que déjà elles reçoivent une réponse qui se développée dans un temps qui pour nous n'existe pas. Car dans le temps nul, donc dans ce temps nul, existent d'autres réalités qui perçoivent un temps infini. Il y a des multivers, c'est ça? Voilà. Il y a des réalités différentes dans des temps différents. C'est d'ailleurs un problème au niveau de ce qu'on appelle les ovnis, de ce qu'on appelle les extraterrestres, que moi j'appellerais plutôt des extratemporels, à savoir que il y en a certains qui changent leur perception du temps et qui peuvent voir des choses que d'autres ne voient pas. On va parler d'hallucination, mais on sait bien au niveau militaire, les radars sont là pour le prouver, que tous ces phénomènes sont parfaitement réels. Oui, puisqu'on voit des traces radars. Oui, de même que vous avez des caméras et des appareils photo à l'heure actuelle qui filment des temps imperceptibles, et vous voyez des choses ahurissantes sur les images que vous filmez. Et donc la pensée, un appareil photo peut capter ce qu'a créé la pensée, puisqu'elle existe dans notre temps à nous. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça serait trop simple. Vous pouvez capter l'énergie, mais en fait cette énergie que vous pouvez capter par un appareil qu'on appelle des orbes, c'est une espèce de boule lumineuse dont on ne comprend pas l'origine. C'est simplement parce que votre appareil permet de capter des images que vos yeux ne captent pas. Nous captons 24 images par seconde, point final. La 25e est totalement invisible. Elle peut devenir subliminale, d'ailleurs. Subliminale, voilà, mais influençable. On sait très bien que les images subliminales, c'est interdit en publicité. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se demande pourquoi aux États-Unis, il y a 30 images par seconde. Parfois Mais comme l'éthique l'interdit et qu'on sait que tout le monde respecte l'éthique, on peut penser qu'il y a donc 5 images qui ne servent à rien. Voilà. On va le penser qu'elles servent à rien. Oui, parce que l'humanité est belle quand même. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc tout ça pour dire que maintenant, ça y est, il y a les scientifiques d'un certain niveau pensent que la pensée est justement énégie. Ça y est, c'est oui, c'est quasiment admis. Nous, on le voit avec toutes les informations qu'on relaie sur BTLV. On suit ça attentivement, effectivement. Et on sait,
on peut presque démontrer, enfin ils le font d'ailleurs scientifiquement, que la pensée influence la matière. Oui. Hein? On sait les expériences de Uri Geller et Jean-Pierre Girard, mais Uri Geller a été pris en flagrant délit de tricherie. Mais Jean-Pierre Girard, d'ailleurs, je l'ai loupé à plusieurs reprises, les protocoles qu'on a fait pour lui au CNRS n'indiquaient pas que les participants, on ne posait pas la question aux participants, êtes-vous pour ou contre la réalité de cette expérience? Car on sait très bien que s'il y a quelqu'un qui est hostile à une expérience de ce genre, l'expérience ne marchera peut-être pas. Parce que sa pensée crée immédiatement un potentiel qui empêche la pensée de celui qui fait l'expérience de réussir. Sauf s'il est assez fort, mais si c'est une pensée qui n'a que peu d'énergie. On dit qu'un fait scientifique est scientifique s'il est renouvelable. Bah oui, voilà, c'est le problème. Donc, comme il ne peut pas renouveler cette expérience à la demande, on a dit que ce n'était pas scientifique. Mais c'est parfaitement scientifique dans la mesure où l'observateur influe sur l'expérience, et si vous changez les observateurs, vous changez l'expérience. Donc vous voyez oui, c'est vrai. En fait, l'expérience est parfaitement scientifique, mais elle fait peur. C'est tout, elle fait peur. Elle fait encore peur pour l'instant, mais le surnaturel d'hier ne sera que le naturel de demain. Oui, alors ce qu'il faut, et c'est ça, je vais en parler là justement à Monterrey, là au Mexique. Alors Monterrey, rappelez ce que c'est, parce que c'est juste énorme. C'est une rencontre internationale pour les valeurs de l'humanité. Donc on vient parler de comment réagir aux phénomènes chaotiques qui sont la Terre est en proie en ce moment à des phénomènes chaotiques. Il n'y a pas que la violence humaine, il y a aussi la violence terrestre. Tenez, puisqu'on vient de parler d'énergie, nos pensées déclenchent de l'énergie dans un autre temps et nous récupérons la conséquence de cette pensée par une autre énergie. Comme il n'y a jamais équilibre entre ce que les hommes pensent et ce que les hommes actualisent au niveau de cette énergie, il y a un déséquilibre qui fait qu'à la fin d'un cycle de dédoublement des temps que nous vivons actuellement, la Terre récupère cette énergie. Et comment peut-elle récupérer cette énergie? Par les astéroïdes et les météorites. On a une pluie à l'heure actuelle d'astéroïdes et de météorites pas croyable. On essaye de lutter contre, mais on peut même plus les prévoir. Et comme elle en aspire de trop pour justement compenser la perte de cette énergie, elle en éjecte de temps en temps. Et pour l'éjecter, c'est les volcans et les tremblements de terre. D'ailleurs, c'est bien, on va au Mexique, là, le Popocatépetl vient d'entrer en éruption, ouais. J'ai été là, il y a maintenant 3 semaines en Équateur, et là, vous aviez aussi un volcan qui rugit, mais par exemple, en Indonésie, vous avez 150 volcans qui sont tous en activité. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est vrai qu'il crache de la lave et de la fumée. Ouais, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'Américains pour qu'on en parle. Si on parlait bien près du micro. Oui, c'est vrai que les Américains en parleraient un petit peu plus s'ils y étaient. Il n'y a pas de ligne aérienne importante qui passe au-dessus. Alors, donc, c'est chaque année Monterrey au Mexique? Oui, c'est chaque année. Donc, chaque année, il y a des personnes là aussi, on en parle, je crois, ou en tout cas, j'ai l'impression pas assez, des personnes qui se réunissent pour penser au mieux-être de l'humanité. Oui. À tous les niveaux. Oui. Au niveau scientifique, au niveau industriel, au niveau tout. Et est-ce que c'est comme la Cour des comptes, on fait juste que regarder, il n'y a pas d'action, ou est-ce qu'il y a des actions concrètes? Il y a des actions concrètes qui viennent après, puisque, par exemple, vous avez des sponsors qui viennent. Vous avez le plus gros sponsor de cette année, ça va être la famille Gates. Bill Gates, avec sa fondation. Qui vient pour voir s'il y a une possibilité de sponsoriser certains projets. Alors, vous en avez comme ça, chaque année, il y a des projets nouveaux en fonction de ce qui est dit au cours des conférences. D'accord, ok. Là, j'aurais aimé rencontrer le Dalai Lama, mais cette année, il vient pas. Il est venu l'année dernière et cette année, il vient pas. Ouais, il a 80 et quelques années maintenant, donc il a du mal à se déplacer. Fatigué. Ouais, tout à fait. Il a une dizaine d'années de plus que moi à peu près. Ça rejoint un peu le bouddhisme, cette vision maintenant du temps qui arrive dans la science et dont vous parlez. Le bouddhisme que justement le Dalai Lama essaye de modifier, par exemple en disant que la seule méditation valable est l'endormissement. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi il dit ça, puisque c'est tout à fait ce que je préconise. On ne peut pas bien vivre si on ne contrôle pas son endormissement. Alors, lui, il dit la même chose, mais alors qu'il était pour les méditations dans la journée. Ouais, bien sûr, avec tout un rituel, un protocole qu'on lui a appris quand il était jeune. Tandis que maintenant, il dit non, la seule méditation valable est l'endormissement. J'aimerais bien savoir pourquoi, de même qu'il vient de dire que la réincarnation, c'était plus d'actualité.
Vous vous rendez compte la révolution? La révolution totale. On peut comprendre cela. C'est qu'on ne sait pas pourquoi on vient sur Terre déjà. Ça, nous sommes d'accord. Vous avez vu où nous amène le temps, hein, parce que finalement le temps est le liant de tout, hein, de tout ça. Alors c'est prodigieux de voir que cet enseignement a eu lieu à peu près 7 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à 3 siècles après Jésus-Christ. On enseignait justement toute cette histoire de temps. On ne vivait jamais sans faire appel à la différenciation du temps. On appelait ça aller voir le futur, les augures, la pythie, tout ça. Oui, c'est vrai que le temps était mélangé. On ne faisait jamais rien sans faire appel au potentiel possible. Oui, c'est vrai, oui, puisque oui, les oracles, tout ça, tout à fait, d'accord. Jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. À peu près. C'est-à-dire que la persécution des platoniciens par Rome a été faite en 480, je crois. Ils ont commencé par tuer ceux qui enseignaient toutes ces histoires. Et en 590, ça j'ai appris ça en allant en Grèce, parce qu'en histoire de France, on n'apprend absolument pas ça. Il y a eu un génocide phénoménal de tous les platoniciens, de toutes les écoles, alors aussi bien les élèves que les enseignants. Un massacre de tous les platoniciens, ce qui fait que jamais un orthodoxe ne deviendra catholique. D'accord. Vous voyez, des faits historiques comme ça qui modifient fortement les conséquences. On aura d'ailleurs Marcel Gay qui parle aussi de l'affaire Jeanne d'Arc. J'y pense, ça n'a rien à voir, mais j'ai discuté avec lui hier, où il disait que en fait, cette affaire Jeanne d'Arc, si elle n'avait pas existé, la France et le français domineraient le monde comme domine l'anglais actuellement. Il y a toute une théorie, il vous l'expliquera. C'est un futur invité aussi sur BTLV, totalement passionnant. L'affaire Jeanne d'Arc, vous verrez. Il fallait peut-être que ce soit l'anglais qui devienne la langue internationale. Elle est beaucoup plus riche que le français. Et quand on sait que... plus riche, je sais pas. Nous, on a une langue avec plein de subtilités quand même. Oui. Plus que l'anglais. Oui, mais l'anglais a beaucoup plus de vocabulaire. Donc il peut faire des phrases beaucoup plus simples avec une signification précise. Regardez aussi aux États-Unis, il s'est fallu d'une voix pour que les États-Unis parlent français. Quand ils ont décidé la langue, une voix. Une voix Une voix manquait pour que ça soit la France qui soit la langue officielle. Ça, je ne connaissais pas cette... c'est une réalité politique importante. Vous croyez qu'il y a du hasard? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Alors, vous savez, le libre arbitre, ça c'est une grande question. Est-ce qu'on a, vous, avec cette réflexion, par rapport au temps, par rapport à tous ces potentiels, normalement, vous dépensez qu'on a 100% de libre arbitre, alors? Seulement depuis 1989. Précisez alors. Puisque vous avez accès à tous les potentiels. Mais 89, ça correspondrait à ce que les spiritualistes ça n'a rien à voir comme avec l'ère du Verseau, des choses comme ça. Ça a à voir avec, en effet, les périodes, les 12 périodes qui font le cycle de dédoublement du temps, que vous retrouvez dans la Bible sous la forme de 6 jours et 6 nuits. D'accord. Bon, ça, faudrait une explication scientifique derrière. Mais, si vous voulez, tous ces potentiels ont été ouverts par 4 explosions solaires d'envergure. De 1889, 1929, 1959, ce qui m'a permis en 88 de calculer la 4e qui devrait avoir lieu le 13 mars 89. Il y a des scientifiques qui m'ont dit, même un immortel qui m'a dit, c'est Madame Soleil qui vous a dit ça, parce qu'à l'époque, il y avait une voyante sur les antennes Madame Soleil, qui s'appelait Madame Soleil. On est en 88, là, c'est ça. C'est que vous avez cette période de 90 ans qui vous a ouvert tous les potentiels disponibles créés par l'humanité. Ce qui fait que l'intuition depuis 89 s'est développée d'une façon phénoménale. Regardez au niveau scientifique l'évolution de la science de 89 à nos jours. On n'a jamais eu une évolution aussi rapide. Chaque jour s'inventent des choses nouvelles qui détruisent les projets anciens. On n'a même pas le temps de faire quelque chose que déjà c'est dépassé. C'est lié à l'intuition. Or, cette intuition-là, pour la science et la technologie, ça sert peut-être, mais regardez aussi ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de la violence. Il y a des gens qui tuent, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. On a l'impression de plus en plus, effectivement, sans raison, ça a toujours existé, mais peut-être que l'information aussi fait que la rapidité d'information fait qu'on est plus au courant de tout ce qui se passe et qu'on a peut-être l'impression qu'il y en a plus. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a plus de valeurs. Les gens ne savent plus quelles sont les valeurs. Ça, c'est pourquoi... Regardez l'histoire des potentiels que vous créez par vos pensées. Oblige un théorème. S'il y a une théorie du dédoublement du temps, il y a un théorème. Le premier théorème de cette théorie, il est tout simple. Il faut penser
à ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui pense à te faire. Oui, alors Ou pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. Et fais ce que tu veux. Qui a été transformé, alors que c'était enseigné tout ça. Il y a 2000 ans, c'était enseigné. Comment ça a été transformé? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse et pense ce que tu veux. C'est tout l'inverse. Tu peux faire ce que tu veux si tu contrôles ta pensée. Ouais. Mais il y a 2000 ans, on avait une société violente aussi quand même, donc toutes les pensées n'étaient pas positives. Bien sûr, les potentiels. Le problème, c'est que quand vous aviez créé un potentiel dans l'ancien temps, vous ne pouviez pas le défaire à volonté. Et ça faisait l'impression d'un destin funeste, qu'on était lié à une destinée. Maintenant, la destinée n'existe plus, dans le sens qu'il suffit que vous changiez votre pensée pour changer votre destin. Donc on vit une époque incroyablement formidable alors. Ah oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quel que soit l'âge, quel que soit ça s'appelle la loi d'attraction, pensez ce que vous voulez. On en parle souvent de la loi d'attraction, mais elle s'est accélérée. Oui, mais le problème c'est, vos envies, est-ce que sont les envies que vous devriez avoir? Puisque vous recevez des informations 0,5 secondes avant d'être conscient. Qui vous donne cette information? Attendez, je cherche. Ça devrait être nous, puisque c'est la pensée que j'ai eue avant. Mais non, ce sont les autres réalités qui nous influencent. Celle des autres alors? Celle que pensent les autres pour moi? Ouais. Non. C'est-à-dire que quand vous pensez, vous faites vivre une réalité dans un autre temps. Qu'est-ce qui empêche cette réalité de vous envoyer des informations que vous prenez pour les vôtres? Puisque ça se passe dans l'état imperceptible. Vous croyez penser quelque chose, c'est quelqu'un qui vous dit de le penser. Regardez, vous disiez tout à l'heure que des gens avaient de l'angoisse avant même de voir l'image. Oui, tout à fait. C'est exactement pareil. Quelqu'un vous donne une information, ensuite vous vivez la conséquence de cette information, mais comme vous n'avez pas conscience d'avoir eu l'information, vous avez l'impression de vivre en liberté, alors que vous êtes complètement parasité par l'information que vous recevez. Est-ce que ça correspondrait à une phrase que les auditeurs de BTLV connaissent certainement, parce que je la cite souvent, c'est-à-dire que par rapport au libre arbitre, qui pour moi est un peu de prise de tête, mais un peu jus de cerveau, j'ai l'impression que dans la vie, on a faussement le choix, mais qu'on n'a pas le choix de faire d'autres choix que ceux que l'on prend. C'est-à-dire que c'est ça. C'est ça. Et regardez, il y a une phrase d'un scientifique qui s'appelle Paul Éluard. C'est un grand poète. C'est pas un scientifique, mais en tant que poète, c'est un scientifique. Il disait, le passé, c'est la mémoire du futur. En fait, vous mémorisez quelque chose de potentiel que vous avez créé par votre pensée. Et une fois mémorisé, vous avez envie de le vivre ou pas? Et là, dans cette optique, le temps présent n'existe pas. Ce n'est que l'actualisation d'un potentiel futur que vous avez mémorisé, passé. Mais alors quand on dit carpe diem, vis l'instant présent, tout ça, comment on se place par rapport à ça? Alors, faut vivre absolument l'instant présent. L'instant présent, c'est le meilleur moment de développer tout son potentiel. Il faut voir que toutes les philosophies qui ont été bâties avant 1989 tenaient compte du fait que vous ne pouviez pas avoir des réponses à vos questions en permanence. Ah oui, d'accord. Tandis que maintenant, dès que vous posez une question, vous avez immédiatement la réponse. C'est à se demander si on vous a pas inculquer la question. Puisque la réponse arrive en même temps. Alors je suis en train de penser à ce qui s'est dans ma vie et dans le monde, à ce qui s'est passé en 89. Bon, il y a eu le chute du mur de Berlin. Et vous savez, moi, j'ai l'impression, parce que j'étais déjà dans les médias en 89, j'étais dans une rédaction, dans une radio, donc on était au fait de tout ce qui se passait. Et je dis toujours, alors je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, c'était en novembre 89, si mes souvenirs sont bons, début novembre. Je faisais la matinale, donc l'après-midi j'étais encore à la radio pour préparer la matinale. Voilà, une journée normale. Je vais me coucher, je reviens le lendemain matin, le mur est tombé. Parce que je m'étais couché tôt, parce que quand on fait la matinale, on se lève à 3h. Je dis mais comment le mur de Berlin est tombé? Mais ça vient d'où? C'est quoi? Voilà, il y a eu aucun signe avant-coureur, comme si instantanément ça s'était fait, alors que ça a dû se préparer quelque part, mais je vous jure, dans les médias, personne n'était au courant, personne n'a pu anticiper, sinon on a envoyé des équipes, tout le monde a été surpris. Est-ce que c'est une conséquence déjà de pensées de cette année-là qui ont fait exploser les potentiels? Bien sûr. Ouais. De même que moi, ça m'a toujours surpris, j'ai jamais compris comment ça a pu se passer. De même que les enfants qui sont nés après cette explosion, qui ont été fécondés après cette explosion, ont un potentiel complètement différent de leurs parents.
Alors on a appelé ça de l'hyperactivité. C'est simplement qu'ils ont en mémoire des choses que les parents n'ont pas. Mmh. Donc ils ont des capacités bien supérieures à leurs parents. Alors évidemment, ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils arrivent. Alors on les drogue. Ouais, c'est vrai parfois on parle d'hyperactivité, de choses comme ça. Il y a beaucoup de pays d'ailleurs où on drogue les enfants systématiquement. En Amérique, je crois, notamment. Il me semble. Tout près de nous, en Espagne, en Suisse, la Ritaline, c'est obligatoire dès que l'enfant est un peu violent. Et la chimie apporte une fausse réponse à tout ça. On ne les comprend pas en fait, quoi. C'est ça. Ils sont débordés d'informations. Ils ont du mal à gérer. Mais ils savent des choses intuitivement que ceux qui enseignent ne savent pas. Alors ça leur pose un problème. Alors, est-ce qu'il faut pas réformer? C'est drôle, hein, comme le temps nous amène, grâce à vous, à voir ce futur, ces potentialités. J'ai l'impression que c'est la clé de tout. Je suis allé à Londres, et à Londres, c'est là où ils ont créé, justement pour que les marins puissent se repérer, hein, c'est-à-dire ils ont créé le temps, l'horloge, ils ont commencé à diviser le temps, et c'est eux qui ont créé par rapport au méridien de Greenwich, donner des repères. Et je suis allé à une soirée récemment aussi par rapport au temps, hein, par rapport à tout ça, parce que les idées viennent au fur et à mesure, c'est l'intuition. Je me laisse mener grâce à vous. Je suis allé à une soirée dans Paris, vous savez, des trucs un peu poète là, et il y avait un grand magasin de montres qui exposait des montres absolument fabuleuses. Il y en avait une à plus de 250 000 euros. Oui, alors, qui marquait le temps au milliardième de seconde, qui se recalait par... Et je regardais ça, je lui dis, à quoi ça sert? Pourquoi l'homme a été obligé à amener, alors on sait que c'est du business, etc., mais qu'est-ce que je m'en fous d'avoir une Swatch à 10 euros, ou ça, par rapport à mon quotidien, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Et j'imaginais toute cette obsession par rapport à ce temps, mais calmons-nous les gars là. Il y a une obsession de l'homme par rapport au temps. Mais peut-être que cette montre très chère qui voit le millième de seconde permettrait à celui qui la possède de constater en effet, comme Langevin, qu'il y a une différenciation de temps dès qu'il accélère par rapport à quelqu'un d'immobile. Ah oui, peut-être, effectivement, si on a... Ouais, mais on peut pas le percevoir, le milliardième de seconde, c'est trop petit pour nous. Si vous parlez d'une montre qui donne le milliardième de seconde, et les horloges atomiques le font. Ouais. Mais si vous avez ça en montre portable, vous pourrez vérifier qu'en prenant un ascenseur dans un gratte-ciel, vous changez de temps. Il suffit de laisser une montre en bas et de regarder l'heure en haut quand vous arrivez pour s'apercevoir que les deux montres ne sont plus à la même heure. Ah oui, ouais, ça serait pas mal. Il faudrait 500 000 euros. Il faudrait en acheter deux. Une en bas, une en haut. J'ai pas les moyens de voir ça. De toute façon, c'est inutile de faire ça parce que c'est parfaitement démontré par des expériences scientifiques. Ouais. Donc ça serait une dépense complètement inutile. Alors, on va faire une pause, Jean-Pierre, et puis je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça pour améliorer le monde? Parce que finalement, il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse, c'est ça. Parce que si on pense une chose positive, est-ce qu'il y a des choses positives? Est-ce qu'il y a des pensées positives qui arrivent? On va tous gagner au loto dans la semaine. Hein. Donc voilà. Quelles sont les limites du système, je dirais. On va en parler juste après une pause. Un sujet à proposer, une envie de réagir? Envoyez-nous un mail à rédaction@btlv.fr. BTLV vous propose de partir à la découverte de votre troisième œil. Dans un lieu unique en France, le Zone Bien-être de Monco, vivez l'expérience Lucia, la première machine qui permet de modifier les frontières de votre conscience et d'accéder à des dimensions plus vastes. Les 26 et 27 mars prochains, vivez des expériences spirituelles et transcendantales rares et partez pour un voyage vibratoire avec les 27 bols de cristal chantants et autres instruments intuitifs. Attention, il n'y a que 20 places à votre disposition. Pour la réserver, rendez-vous sur btlv.fr, onglet événements. BTLV présente les lunettes Psio. Merveille technologique, les lunettes Psio vous aident à méditer, à vous relaxer, à vous régénérer. À l'aide des différents programmes, apprenez à lâcher prise pour mieux profiter de votre vie. Commandez dès maintenant vos lunettes Psio, profitez du code promo BOB et recevez en cadeau des programmes supplémentaires. Rendez-vous sur btlv.fr, onglet boutique. On est là pour vous.
avec Yves Carra sur BTLV. Ah ben voilà, au lieu de m'en rapprocher. Voilà, il était mal installé sur la chaise, il se tortille dans tous les sens, Jean-Pierre. On le fait exprès avec nos invités, comme ça ils sont pas bien calés et tout. On peut leur poser des questions dérangeantes. Voyez, on fait ça dans les médias des fois. On installe des fois, certains, pas nous. On installe mal les invités pour justement qu'ils soient pas trop bien à l'aise et qu'on puisse un peu les détortiller, les chatouiller. Mais c'est pas du tout le but. Le temps. On en a parlé, dédoublement du temps, ces explosions en 89, ce potentiel de pensée qui instantanément peut se réaliser. C'est passionnant d'entendre qu'effectivement, j'ai 2 fils qui sont nés après 89, je vais leur faire écouter cette émission. J'ai dit, les gars, vous avez tous les potentiels et c'est passionnant. Il faut que ce soit positif pour le bien de la planète, parce que c'est le but en fait, sinon ça sert à rien. Comment on fait? Le problème est de comprendre que nous ne vivons pas l'instant présent d'une façon aléatoire. Chaque seconde de notre temps est déjà programmée dans un autre temps. D'accord. Nous ne sommes que l'actualisateur d'un potentiel. Pour attirer un potentiel, il faut que notre pensée corresponde à ce potentiel. Si vous voulez attirer un potentiel désagréable, il suffit d'avoir une pensée désagréable et le potentiel va être actualisé. On s'aperçoit que dans le monde à l'heure actuelle, les potentiels désagréables sont actualisables et actualisés. Et rapidement. Donc il y a 2 choses à faire. Premièrement, créer des potentiels agréables. Des pensées positives, des images positives. J'aime pas le mot positif, parce que vos pensées ne sont que le résultat d'informations que vous recevez d'un autre temps où il n'y a rien de positif. Disons, où le positif et le négatif n'existent pas. C'est-à-dire que... Où il n'y a pas de jugement. C'est pas ça. C'est-à-dire que vous prenez les pensées de l'humanité pendant 25 000 ans. 25 920 ans exactement. La durée du cycle. Quelles étaient les pensées des hommes durant ce temps-là? Ils ont fabriqué, dans un autre temps, les conséquences de leurs pensées. Est-ce que vous croyez qu'on a été pacifique pendant 25 000 ans? On est dans une succession de violences. De guerre, de violence. Donc le potentiel qui est maintenant à la disposition de l'humanité est un potentiel de violence. Mais il y a quand même du bon, il y a eu du bon quand même, il y a eu des actes qui ont été bons là-dedans. Il y a eu des rappels à l'ordre, on peut dire ça comme ça, d'accord. Qui ont fait que de temps en temps, l'humanité reprenait un petit peu la voie de la paix. Mais on peut pas dire que c'est le cas à l'heure actuelle. Non. Les gens qui essayent de promouvoir la paix dans le monde ne sont pas écoutés. Pourquoi? Parce que on ne sait pas comment ça fonctionne. On n'a pas le mode d'emploi de la paix. Oui, ceux qui veulent donner un mode d'emploi ne contrôlent pas leurs pensées. Ils ne savent donc pas que leurs pensées créent des choses désagréables, parce qu'elles sont désagréables, mais ils parlent bien. Regardez, si quelqu'un parle bien, on l'écoute. Mais qu'est-ce qu'il pense? Ça... Parler de politique, là. On avait dit pas de politique, Jean-Pierre. Non, c'est valable aussi pour une famille. Ouais. C'est valable pour une école. Ouais. Quelqu'un vous fait un grand sourire, vous dit des choses agréables, vous avez l'impression qu'il vous aide par la parole. Et intérieurement, il dit que j'en ai marre de ce salaud. Ouais, c'est vrai qu'on peut différencier les deux, d'ailleurs. Il faut bien regarder dans les yeux pour savoir. L'important, c'est qu'on n'a pas appris aux gens que ce qu'ils pensent est plus important que ce qu'ils font. Je vous ai dit tout à l'heure, on a transformé le théorème qui est ne pense pas à faire autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui pense à te faire, par un faux théorème, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse et pense ce que tu veux. L'hypocrisie règne. Là aussi, la force de la pensée, de l'esprit, la pensée peut influencer la matière. Bien sûr. Concrètement. Bien sûr, oui. On peut transformer des objets, on peut les influencer visiblement ou pas. En tout cas, la matière qui est à l'intérieur, l'atome, l'influencer, le modifier. On peut arrêter un orage. On peut arrêter une tornade. Mais alors, attendez. Vous savez, on a eu 2 témoignages comme ça là-dessus. Je vous invite justement à réécouter des libres antennes où une auditrice nous raconte que lors d'un concert de Sting, avec l'aide de la foule, il y avait plusieurs milliers de personnes, ont dissipé un orage. Et une autre auditrice qui, avec ses enfants, modifiait la forme des nuages qui étaient au-dessus d'eux. Ils en riaient, ça leur a fait un petit peu peur d'ailleurs. Et ils s'en sont amusés. Donc on a des témoignages comme ça, très concrets et récents là-dessus. Le problème est de savoir si on dérange quelqu'un en faisant des expériences de ce genre. Obtenir le soleil alors qu'un paysan à côté a besoin de la pluie peut être dangereux et on ne le sait pas. Enfin, je donne un exemple comme ça. Vous voulez dire que les rues sont pavées de bonnes intentions? C'est-à-dire, on peut faire quelque chose pour quoi faire? Pourquoi changer un nuage? Pour s'amuser?
Oui, mais est-ce qu'il ne va pas justement arrêter de pleuvoir à l'endroit où il devrait pleuvoir? Ah d'accord, mais alors Et ça, le paysan qui a ses courgettes qui n'arrivent pas à sortir du sol. alors une bonne action se transforme en mauvaise suivant le C'est temps. possible, oui. Suivant le temps où on le fait, l'endroit où on le fait, à plus ou moins long terme. La fantaisie est dangereuse. La fantaisie est dangereuse parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On ne contrôle pas sa pensée quand vous changez un nuage. Oui, mais alors. Par contre, je veux que le paysan qui a une sécheresse épouvantable reçoive de la pluie, pourquoi pas? Mais si je pense que c'est pas possible, je ne peux pas actualiser le potentiel de possibilités. Regardez le nombre de choses ahurissantes. On a une météo internationale qui vous dit que les gens ne prennent pas les prévisions pour des réalités. Et qu'en fait, en disant il va y avoir une catastrophe à tel endroit, on la fait venir. Est-ce qu'il est bon de prévoir de façon certaine en disant, vous voyez, nos prévisions sont justes? Après, on va dire c'est scientifique. Après, s'il y a des montagnes qui retiennent les nuages, à chaque fois on sait qu'il va beaucoup pleuvoir parce qu'il ne passe pas. On peut faire demi-tour à un cyclone. Les prévisions météorologiques, non. Vous voulez dire que si un cyclone arrive, imaginons qu'il se présente sur la Guadeloupe, si tous les Guadeloupéens ensemble, sincèrement. On a fait une expérience comme ça à La Réunion. Le cyclone est reparti d'où il venait. Et il y en a plein qui ont dû dire, c'est le hasard. Ça doit se faire, non? Au niveau de la météo, c'était une chose complètement inattendue. Complètement impossible. Ah, vous avez fait des expériences comme ça? Il faut démontrer ce qu'on dit. Il suffit pas de le dire. Faut le prouver. Mais le prouver, attendez, quand vous détournez un cyclone, que ça se passe sur l'océan, ça va. Mais détourner un cyclone pour l'envoyer sur... oui, sur une autre île à côté, oui. Et oui, mais ouais. vous voyez déjà cette pensée-là peut être une pensée de violence. Je vais utiliser ça pour modifier le climat, pour aller perturber un pays qui m'embête. Enfin, vous voyez toutes ces possibilités-là de danger. Alors, on fait comment? Alors, il faut penser à chaque action que l'on veut modifier, comme par exemple le cyclone. Oui, on veut qu'il soit détourné, mais uniquement sans nuire à autrui sur la mer et qui se dissipe. Faut y mettre toutes les formes. Mais nous, on peut pas faire ça. Ça se passe dans un autre temps. Le problème, il est simplement que vous surveillez bien votre pensée pour ne faire de tort à personne. Donc, on est dans la bienveillance. Il faut être dans la bienveillance. Exact. Ouais, mais vous dites que même si on est dans la bienveillance, parfois, il y a une petite faille et puis ça peut être nuisible pour quelqu'un. On est toujours dans la malveillance. Il faut contrôler sa bienveillance. On n'est jamais dans la bienveillance. Oh non, je suis pas d'accord. On peut être dans la bienveillance quand même. Il y en a qui pensent vraiment à leur bonheur autant qu'à ceux des autres. C'est qu'on n'a pas la même définition de la bienveillance. J'appelle bienveillance maintenant c'est si vous pensez réellement à quelqu'un et que vous êtes sûr que votre pensée ne lui fait aucun tort. Mais dire je suis dans la bienveillance sans penser à personne, ça ne signifie rien. Faut être très précis. Exemple, faut être très précis. Vous prenez, j'allais dire une cible. Regardez la télé. Dès que vous voyez quelqu'un à la télé, est-ce que vous croyez que vous contrôlez votre bienveillance à l'égard de la personne que vous voyez? Généralement, c'est la critique. Généralement, c'est immédiatement de la malveillance. Oui, souvent, c'est... oui. Ça peut être aussi, je l'aime bien, je la trouve sympathique ou autre. Ça peut être ça aussi. Oui, bien sûr. Mais disons que ce contrôle-là, il est ponctuel. Vous ne pouvez pas dire « je suis bienveillant ». Ça ne signifie rien. D'accord, il faut une cible. Il faut une cible. Ok. Donc, on peut dire que vous n'êtes bienveillant à l'égard de quelqu'un que si vous songez à ce quelqu'un. Or, comme vous ne songez pas forcément à une personne précise, on ne peut pas dire que vous contrôlez votre bienveillance. On peut être bienveillant vis-à-vis d'un événement qui peut se passer, par exemple. Non. C'est-à-dire, je sais pas, je dis n'importe quoi. Pour BTLV, voilà, si tous les matins on arrive et qu'un quart d'heure on se dit voilà, on est bienveillant pour BTLV pour que les auditeurs soient contents et que on puisse diffuser l'information un maximum. Est-ce que ça peut marcher, ça, cette bienveillance-là dans cet endroit-là? Non, là, vous parlez vous n'avez pas de cible. Pas de cible humaine, mais on a une cible, une entité d'entreprise. Les potentiels sont toujours reliés à quelqu'un qui pense à cela, qui y a pensé, et votre pensée attire les conséquences de cette pensée. Donc c'est uniquement de penser à penser. Oui. D'accord, il faut un relais de pensée. Il faut de créateur à créateur. Ça peut marcher avec les animaux? Les animaux sont totalement différents. Ils puisent dans un potentiel qu'ils ne modifient pas. Donc ils ont un instinct bien plus grand. Ça, je le démontre. Ils ont un instinct bien plus grand que nous. Ça, on le sait. Ça, c'est sûr. L'instinct animal. Pourquoi nous on perturbe notre instinct par notre intelligence? Parce que nous sommes créateurs. Nous changeons immédiatement le futur par notre pensée. L'animal ne le fait pas. Donc il prend le futur qui est à sa disposition.
C'est pour ça qu'au niveau instinct, il est imbattable. Ah oui, comme il y a qu'une seule voie, donc il n'a pas le choix de faire autre chose. Mais lui, il le sait. Tandis que l'humain, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Regardez, vous, sur un sentier où il y a une vipère qui est cachée dans l'herbe, vous faites passer n'importe quel homme, il va se faire piquer. Mm-hmm. Mais aucun animal ne va passer là. Ouais, tout à fait. Ah, la vipère se voit pas. C'est ce qu'on dit en Corse, et peut-être ailleurs. Quand on veut tracer un chemin dans la montagne, on fait venir un ingénieur, et quand il sait pas, on prend un âne et il montre le chemin. Parce que lui, il se trompe jamais. J'aime bien. Hein? C'est exactement ça. Comparer l'ingénieur à un âne, c'est peut-être un peu fort, mais... Je suis désolé pour les ingénieurs, hein, c'est juste un proverbe corse. Mais hein. Pourquoi pas? Au niveau de l'instinct, c'est sûr et certain. L'animal nous bat au niveau instinct. Je le prouve scientifiquement en formation. Ah oui, scientifiquement. Oui, il n'y a aucun doute. Hein. Au niveau du temps de réaction, quoi. Ah oui. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire que l'animal fait. Est-ce que pour être instinctif, il faut, par rapport à nos critères humains actuels, ne pas être ce qu'on appelle intelligent? Bien sûr, il ne faut pas être intelligent. Il faut uniquement aller à l'intuition. Eh bien, attendez, il y a des règles, justement, pour aller à l'intuition. Comment? Des règles, c'est ce contrôle de la bienveillance de la pensée, qui fait que si quelqu'un n'est pas dans ce même contrôle, il n'y a pas d'échange d'informations possible. La méditation aide à ça? Non. Pas du tout? Non, elle est contraire maintenant. Ah ouais? Oui. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'a dit le Dalai Lama. Vous savez ce que vous dites, c'est alors excusez-moi, je vais encore un peu parler de mes expériences, mais vous savez que dans l'équipe de BTLV, je suis l'expérimentateur, hein. Je médite beaucoup depuis très longtemps, et ce que vous dites, c'est contraire. Depuis quelques années, quand je médite comme je méditais avant, ça a un effet exactement contraire à ce qu'il y avait avant. Je suis encore plus énervé le lendemain et plus agressif, et je ne peux plus méditer tranquillement, longuement, assis en tailleur, en essayant d'avoir des pensées. Je n'y arrive plus, mais même pire, c'est un effet négatif. Ça correspond à ça? C'est ce que j'enseigne, oui. Ah, c'est pour ça alors. C'est pour ça que j'adore le Dalai Lama quand il dit la seule méditation valable est l'endormissement, parce que... Oui, mais depuis quelques temps. C'est tout récent, ça fait 2 ans qu'il dit ça, ou 3 ans, pas plus. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait 5-6 ans, je ne peux plus méditer comme je méditais avant. Et c'est lié à ces fameuses informations par l'ouverture des explosions solaires. La dernière forte explosion solaire qui nous a concernés a eu lieu en 2003. Et depuis 2003, on a encore des potentiels bien plus forts, parce qu'on a des solutions qui nous sont données en même temps. Donc on a une capacité pour survivre... mais on ne sait pas pourquoi. Alors, on développe la loi d'attraction. Tu veux quelque chose, tu l'auras, c'est vrai. Mais est-ce que tu veux ce que tu veux? Est-ce que tu ne te fais pas croire que ce que tu veux, c'est ce que tu veux? Ouais, mais là, on rentre dans la notion de destin. On a un destin préécrit, non? Non, on peut changer son destin maintenant, à chaque instant. C'est d'ailleurs le titre de mon premier livre, Changer votre futur. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez le faire, c'était pas vrai avant. Mais alors, Jean-Pierre, allez, on va jusqu'au bout. Donc ceux qui vont écouter cette émission, demain ils vont penser à tous être riches pour aider les gens qu'ils aiment, habiter dans le sud, être heureux, ne plus avoir besoin de travailler. Et ça c'est la loi d'attraction, ça. Mais est-ce que j'ai besoin d'être riche? Est-ce que j'ai besoin? Si j'en ai envie, j'en ai peut-être besoin. Ah, c'est ça. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non. Mais alors pourquoi il y en a qui ont besoin d'être riches, comme Bill Gates, et il y en a qui n'ont pas besoin d'être riches? C'est le destin de chacun, mais quand vous parlez de destin, c'est savoir que vous venez sur Terre avec un but, et ça, on l'a complètement oublié, et on vient sur Terre. Pourquoi vient-on sur Terre? Alors, on a inventé des tas de choses, et il y a une règle qui était inscrite depuis la nuit des temps, qui était promulguée par l'homme. On vient pour arranger nos potentiels. On vient pour arranger tout ce qu'on a dérangé. On le sait pas. Avant, dans les vies antérieures ou dans les futures? Non, il n'y a pas de vie antérieure. D'accord. Non, mais on vit ailleurs. C'est ça qui donne l'impression de vie antérieure, parce que avant de naître, on vit. Mais c'est pas une réincarnation. C'est une incarnation. Et comme on a les potentiels à notre disposition, ça nous donne l'impression du déjà vu, du déjà connu. Mais c'est là où on a trouvé dans cette histoire de réincarnation un leurre monumental pour l'humanité, à savoir, ça fait rien si j'arrive pas là, je reviendrai. C'est totalement faux. Ah oui, ça dédouane, ça déculpabilise. On verra ça plus tard, quoi. C'est de la procrastination de réincarnation, ça. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement chinois n'est pas content que le Dalai Lama ait dit que la réincarnation n'existait pas.
Parce qu'il y a tout un peuple qui vit en se disant, bon, la vie sera meilleure une autre fois. Les Indiens, c'est un peu pareil, d'ailleurs. Dans l'hindouisme, c'est c'est pas grave, je suis triste, je suis pauvre, mais on verra la prochaine fois, je mérite ce que j'ai, et puis on réparera ça dans une autre vie. Donc ça permet un peu de contrôler un peuple. Vous m'avez dit, il faut attendre que dans les potentiels de pensée que l'on développe par rapport au temps, vous voyez que le temps nous a amené, mais on vous connaît bien sur BTLV, sur ces chemins-là, il faut attendre que quelqu'un demande de l'aide pour pouvoir l'aider par des pensées bienveillantes. S'il vous demande de l'aide, c'est que lui-même est déjà dans des pensées bienveillantes à votre égard. Donc si vous contrôlez votre bienveillance à son égard, à ce moment-là, vous avez des échanges d'informations qui s'effectuent automatiquement. C'est deux potentiels identiques qui échangent leurs informations. Donc déjà, vous l'aidez par la simple recherche de votre bienveillance à son égard. Et s'il est venu vous demander, c'est que justement, il a besoin de ça. Et vous allez lui donner une information qui va le sortir de là. Moi, j'ai eu des choses extraordinaires comme exemple. Hein. Comme, par exemple? Tenez, ce qui m'a marqué, disons, pas mal, c'est que j'ai mis d'ailleurs dans un livre comme exemple, c'est une mère avec sa fille qui vient me trouver, en me disant qu'elle a besoin donc d'aide, et je réfléchis, comme ça, contrôler la bienveillance de sa pensée à l'égard de cette personne, et il me vient une idée que je trouve pas malveillante de dire, car il faut quand même contrôler ce qu'on va dire. Et je dis à la mère, votre fille a peur des requins, tout vient de là. Comme ça. Voilà. Elle avait la mucoviscidose, elle avait 3 séances de kiné par jour, elle était inscrite sur une liste de greffe cœur-poumon, la durée de vie était très limitée. Elle a été guérie. Elle s'est auto-guérie à cause de ça. Parce que le potentiel de peur des requins... Et j'ai su que c'était fini parce qu'elle se tourne vers sa mère et dit « Pourquoi tu lui as dit ?» Et elle m'avait rien dit, sa mère. Mais cette peur du requin faisait que, habitant au bord de la mer, à Nice, elle ne pouvait même pas aller sur la plage. Et ça, vous ne saviez pas, évidemment. Non. Alors Jean-Pierre, c'est ce qu'on appelle dans d'autres sphères de la médiumnité? Non, c'est des échanges d'informations. D'accord, mais... que tout le monde a. Tout le monde est médium à ce moment, si vous utilisez ce mot. Oui, non, mais c'est le mot, justement, je l'utilise à dessein. Tout le monde il n'y a pas de maître et de disciple, tout le monde est à la même chose. Alors, je crois qu'on est tous d'accord, effectivement, sur BTLV. Moi, ce que je dis toujours lors de repas, parfois avec des amis qui me disent, alors, t'en es où avec ta radio, BTLV, machin, etc. Je lui dis, écoute, ce qu'il y a de certains et d'incontournables et dans les faits, et ça correspond à ce que vous dites exactement, on peut tous avoir accès à des informations qui ne se sont pas encore passées, ou qui se sont passées très très loin, ou qui vont se passer, et on a tous plus ou potentiellement accès à ces informations. Oui. Après, t'appelles ça comme tu veux, médium, machin, clairvoyance, clairaudience, je sais pas, mais ces informations, elles sont là. Tu peux les entendre ou pas. C'est ça? Énergie d'information. C'est ça, en fait? Oui. Ouais, mais c'est pour ça que... C'est pour ça que j'utilise pas le mot médiumnité, tout ça, moi. Si vous contrôlez vos pensées dans le sens qu'elles ne font de tort à personne, les potentiels que vous allez prendre ne feront de tort à personne. Et vous vivrez sans faire de tort à quelqu'un. Maintenant, si au contraire, vous avez des pensées malveillantes, et Dieu sait qu'on en a. Pourquoi on en a? Parce que c'est dans notre nature. C'est pas bien. Pourquoi la nature a pas fait autre chose? Parce que nous vivons dans un monde où les potentiels sont extrêmement dangereux. Et les 25 000 ans passés font que les pensées créées nous influencent. Nous actualisons le potentiel de l'humanité. On voit ce que c'est que ce potentiel. Il n'est pas pacifique. Hein. Ça va se calmer? Non. D'après vous? Sauf si l'humanité prend conscience de l'influence énergétique de la pensée. C'est ce que je vais d'ailleurs sortir à Monterrey avec des applications physiques. Ça... Vous avez des expériences comme ça? Non, ça c'est des expériences concernant à la fois l'agriculture, concernant le climat, concernant des expériences physiques là, mais comme on va lancer ça aussi. Il faut un budget là. C'est pour ça que faut déclencher les bonnes volontés au niveau de ceux qui ont de l'argent. De l'argent pour faire les choses. Ouais. Pour faire les choses. Dommage qu'on puisse pas faire tout ça sans argent. Le problème est que si vous ne prenez pas l'argent comme un but, mais comme un moyen,
C'est possible. Maintenant, si vous faites ça ayant encore but l'argent, vous allez vous casser la figure. Le monde actuel se casse la figure parce qu'on a pris l'argent comme but. Alors que ce n'est qu'un moyen d'atteindre un but. Vous voyez pourquoi, vous qui nous écoutez, Jean-Pierre Garnier-Mallet est toujours le bienvenu sur BTLV, parce que ce problème justement de spiritualité, de potentiel, de bienveillance et l'argent, il y a une vraie dichotomie, une vraie dualité. Ah oui. Alors si on se dit que l'argent c'est juste une énergie pour faire avancer les choses, et que on n'a pas besoin de 10 centrales nucléaires pour alimenter sa maison, mais que voilà, si on a juste de l'énergie qu'il faut pour une personne et sa famille pour être bien, bah le reste on le donne, on le partage. Si on prend ça comme une énergie, c'est fini, il y a plus de problème. Ouais, exact. C'est juste que je prends toujours cet exemple, 10 centrales nucléaires pour une maison alors que les autres s'éclairent à la bougie, ça va créer des tensions. Forcément, il va y avoir un problème, mais ça lui sert à rien. Donc voilà, c'est cette vision-là effectivement de l'argent qui n'est qu'un moyen et qu'une énergie pour faire avancer les choses. Ouais. Vous voyez le progrès technologique qui est en fait lié à la recherche de l'argent, et que, soi-disant pour obtenir du bonheur pour l'humanité, ça serait possible à une condition, c'est que l'humanité sache qu'elle est maître de son destin et qu'elle s'aperçoive d'une chose, mais l'argent, j'en ai pas besoin. Si j'ai besoin de quelque chose dans ma vie, l'argent, je l'aurai. Il suffit simplement que ma pensée soit créatrice pour le bonheur de l'humanité. Or, on s'est trompé totalement en prenant justement ce que vous disiez tout à l'heure, la bienveillance collective. Ça n'existe pas. Elle n'est que ponctuelle. Chaque pensée est une énergie ponctuelle qui attire une énergie ponctuelle. Le contrôle doit être ponctuel. Dire, moi je suis bien, moi j'aime tout le monde. J'aime bien la phrase de Sacha Guitry, moi je suis tranquille, j'aime la moitié de l'humanité, j'aime toutes les femmes. Ça, j'adore. Ouais, Sacha Guitry, magnifique. C'est une idée fausse. Aimer quelqu'un, c'est pas contrôler sa pensée à son égard. Mmh. Ouais, alors ça va à l'encontre d'une phrase qui disait il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Non, il n'y a que des pensées d'amour. Alors. Les pensées. Pensez la pensée qu'il faut. La pensée est énergie, ça y est, maintenant scientifiquement, hein, c'est admis. Hein. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de tordre des petites cuillères ou des machins comme ça avec la pensée, mais on va plus loin que ça avec la pensée. Et puis ça fait longtemps quand même qu'on utilise la pensée. Ça, c'est un phénomène dans l'espionnage. Ouais. Alors, faut quand même savoir que les militaires sont parfaitement au courant de l'énergie de la pensée. Alors les civils un peu moins. Et on n'a pas le droit de parler quand on est militaire, donc. Ouais. C'est un peu le problème, mais il y a des recherches qui sont faites là-dessus sur l'influence de la pensée même à distance pour avoir des informations, tout ça. On utilise quand même les micros et les caméras, mais l'influence de la pensée. Bien sûr. On essaie même essayer de voir avec les astronautes sur la Lune des expériences faites au niveau de la pensée. Il y a eu des choses de faites aussi. Oui, bien sûr, oui. Ça commence à en parler d'ailleurs. Le fait déjà de penser à faire ces expériences, ça veut dire déjà qu'il y a une possibilité évidente, sinon on n'y penserait même pas. Oui, mais il y a aussi le fait, et ça c'est aussi un objet de silence, c'est pour ça que votre radio est bien pour en parler, c'est que pour un civil, les extraterrestres, ça n'existe pas. Regardez comment on est protégé en France. En France, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de... Il n'y a rien, c'est bien. Même le nuage de Tchernobyl, il s'arrête à nos frontières, c'est génial. Donc, et puis mieux, vous voyez, il y a une chose, il y a 3-4 années de ça, oui, scientifiquement, on a fait une expérience sur le cerveau, en touchant une partie du cerveau, le gyrus, on a vu que la personne se décorporait et se retrouvait au-dessus d'elle. Oui. Et on a titré, scientifiquement, dans la recherche, une illusion de décorporation. Or, la mort est une décorporation. Donc, faut mourir en France, c'est une illusion. Ouais. C'est pas mal, ça. Pas mal, ça. À propos des ovnis, il y a le père Bush qui a déclaré... il y a quelques jours que les Américains n'étaient pas prêts à entendre la vérité sur ce sujet-là. Il y a le directeur de la NASA qui a dit que les contacts avec les extraterrestres étaient parfaitement vrais, mais ça n'a pas été très publié, mais c'est à mon avis dans l'optique certaine que dans une quinzaine d'années, quand on dira mais pourquoi on ne nous a pas prévenus, on dira mais regardez... On le disait déjà. On le disait, personne l'écoutait, et peut-être que Bush est dans la même optique. Voilà, Jean-Pierre, on arrive déjà à la fin de cette heure. Faudra vite revenir. Hein. Et puis, ce qui serait bien, c'est après Monterrey, vous venez et puis vous nous dites un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Hein. Ah mais les gens peuvent écouter Monterrey. Il y a
Il y a des liens, je sais pas comment ça marche, mais il y a des liens. On peut écouter, mais vous serez là-bas, vous aurez ressenti un petit peu l'énergie, les pensées qui vont être faites là-bas, et ce serait bien de nous faire un petit compte rendu sur BTLV. Mais avec plaisir. Ce sera quand, Monterrey, fin octobre 2015? Là, attendez, je pars mercredi, ça doit être vendredi que je fais, ça doit être vendredi, samedi, dimanche. Voilà, octobre 2015. Donc, si vous écoutez cette future émission ou cette émission-là dans quelques mois ou quelques années, vous pourrez vous resituer un petit peu. Et puis, peut-être qu'il y aura eu d'autres Monterrey en 2016-2017 et que vous écouterez cette émission qui a eu lieu en 2015 en vous disant, ah ouais, il avait raison parce c'est ça, le BTLV. L'intérêt, c'est que c'est intemporel. Et ça rejoint l'esprit du temps, justement. Donc ça nous va très très bien. Je retiens vraiment qu'on est dans une ère, aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde et aux enfants qui sont nés après 89, de ce que vous disiez, c'est que vous avez un fort potentiel de pensée, de création. Utilisez-le à bon escient en pensant à chaque personne en ayant une cible. Ça, c'est important, c'est ça? Un enfant est protégé pendant les 7 premières années de sa vie, à savoir que tout ce qu'il pense ne fait pas potentiel, c'est automatiquement arrangé. Et faites confiance à votre intuition. Voilà. Merci mille fois Jean-Pierre. À très bientôt. Bouge pas, je te dis au revoir.